La première histoire, ça va être le récit de Cassie. Cassie est une jeune femme, elle a 26 ans. On est un samedi aux alentours de 23 h. Elle a un besoin naturel quand on a un véhicule, c'est qu'elle a besoin de faire le plein d'essence. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire le plein d'essence? On se rend dans une station-service. Elle rentrait du travail, elle était un peu fatiguée, il faisait froid dehors, donc elle arrive à la station-service, elle prend la pompe à essence, elle met dans son véhicule, elle s'assoit sur un siège parce qu'il faisait froid dehors et elle avait pas envie de se les geler dehors. Il n'y a personne dans la station-service jusqu'au moment où une voiture arrive. Jusque-là, tout est normal. La voiture se met à une pompe qui se trouve littéralement à côté de celle où se trouve Cassie. Il y a un homme qui sort du véhicule et là, elle ne sait pas pourquoi Cassie commence à stresser. Elle avait raison de stresser parce que cet homme, il a un comportement chelou. Il commence à nettoyer sa voiture alors que sa voiture est clean. Genre, il lave ses vitres alors qu'il n'y a pas une trace sur ses vitres. Et de temps en temps, il jette des petits regards vers Cassie. Vous voyez, comme si il essayait de l'observer un petit peu. Là, en voyant ça, Cassie, elle a juste envie de se barrer. Elle ne le fait pas parce que son plein n'est pas terminé. À un moment donné, l'homme s'approche de Cassie et lui demande si elle peut l'aider à ouvrir son capot parce qu'il a besoin de gérer un truc sous le capot et il dit qu'il ne sait pas comment l'ouvrir. Cassie lui ment. Elle sait comment ouvrir son capot, mais elle lui dit que non, ce n'est pas le cas. Et ce qui inquiète de plus en plus Cassie au fur et à mesure du temps, c'est que l'homme, en fait, à chaque fois, il essaye de la faire venir vers sa voiture. Il dit, tiens, il y a quelque chose sous un des sièges que je n'arrive pas à attraper parce que je suis trop grand. Il y a un truc ici, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voyez, il essaye de la pâter, il essaye de la faire venir vers sa voiture. Cassie, à chaque fois, arrive à trouver une excuse pour ne pas y aller. Et ayant, du coup, cet ensemble de mauvais pressentiments, Cassie appelle, vous savez, sur un bouton qui se trouve sur la pompe à essence pour appeler de l'aide. Normalement, je crois que c'est pas un bouton qui est fait pour appeler si t'es en danger, mais c'est plus un bouton s'il y a un problème avec la pompe à essence. Mais elle appuie sur ce bouton, et là, en voyant ça, l'homme recule de quelques pas et retourne à sa voiture. Cassie pense que ça y est, cette situation étrange est terminée. Elle regarde donc l'homme partir, sauf que l'homme ne s'en va pas. Et Cassie va voir quelque chose qui va la terrifier. Ce qu'elle voit, c'est en jetant un œil à l'intérieur du véhicule de l'homme, qu'il n'y a aucune poignée de porte à l'intérieur des véhicules, à l'exception de la portière conducteur. C'est-à-dire que si jamais tu es dans le véhicule et que tu veux sortir et que tu n'es pas à la place du conducteur, bah tu peux pas. Juste après cette réalisation, elle a une montée de stress parce qu'elle entend la porte de sa voiture claquer. L'homme se trouvait juste derrière elle. Il lui a attrapé le bras et lui a dit « Toi, tu viens avec moi ». Évidemment, elle essaie de se débattre. L'homme, plus fort qu'elle, la traîne et il la plaque contre sa propre voiture. Sans réfléchir, Cassie lui donne un coup de coude. Elle crie, non pas pour effrayer l'homme, mais pour que quelqu'un vienne à son secours. Et là, miracle. Vous vous rappelez, elle a appelé quelqu'un dans la station essence en appuyant sur un bouton pour que quelqu'un sorte. Et bien justement, à ce moment-là, un des employés de la station-service sort de la station-service, l'homme le voit et il se précipite vers sa voiture pour prendre la fuite. L'employé a assisté à la scène, Cassie lui a tout expliqué. Ensemble, ils ont appelé la police et fort heureusement, les caméras de surveillance avaient enregistré la scène. Cassie, une fois que la police est arrivée, a fait sa déposition, l'enregistrement des caméras a été transmis à la police et à partir de ce moment-là, de cette terrible soirée pour elle, elle n'a plus jamais entendu parler de cette situation. La police ne l'a pas recontactée pour lui dire qu'ils avaient arrêté l'homme, elle ne sait pas si l'homme est toujours en fuite ou pas. Maintenant, tout ça, c'est entre les mains de la police et Cassie ignore ce qui s'est passé. Ce qu'espère Cassie, c'est que cet homme ne s'est pas rendu dans un autre endroit et qu'il n'a pas réussi son coup cette fois-ci avec une autre fille qui se trouvait elle aussi seule. C'est là que cette histoire s'arrête. On commence fort, directement. Un homme qui essaie de kidnapper quelqu'un. Quoi de mieux? Il y a beaucoup de choses de mieux, c'est vrai. Vous voyez, dans l'intro de la vidéo, je vous ai dit que les situations comme ça pouvait arriver n'importe où. Bah vous voyez, ça peut arriver aussi dans les stations-service. Visiblement, les gens bizarres aiment bien les stations-service parce que j'avais déjà raconté une histoire où c'était une tueuse qui s'était rendue dans une station-service. Donc bon, est-ce que c'est un endroit à fuir ou c'est une bonne raison de passer à l'électrique? Je sais pas. T'imagines le spot de pub? Vous ne voulez pas vous faire agresser dans les stations-service? Achetez Tesla, pire spot de pub ever. On va maintenant voir le témoignage de Luna. Luna avait déménagé dans une partie un peu éloignée de la ville avec son petit ami pour avoir une maison et un plus grand terrain. Un truc mieux que ce que tu pouvais trouver en ville. Ce qui était inclus dans leur terrain, à l'arrière de leur maison, c'était une petite partie composée de bois. En gros, en fait, derrière sa maison, il y avait une forêt et une petite partie de cette forêt, très petite, eh bien, ça faisait partie de sa propriété. Ça, c'était une opportunité pour elle parce que ce qu'elle aimait faire, du coup, c'est promener ses chiens dans cette partie un peu boisée. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle est tombée sur ce qui semblait ressembler à un camping. Elle a trouvé des affaires, ce qui pouvait laisser paraître qu'un sans-abri y vivait. Elle a trouvé des vêtements, des bâtons qu'elle supposait être utilisés pour se chauffer en faisant un feu, un matelas, des couvertures, des bâches. C'était un petit coin qui était relativement bien entretenu. Donc, deuxième supposition, certes, un sans-abri
a vécu là, mais potentiellement il y vit toujours parce que ça a l'air d'être un endroit assez actif. C'est pas laissé à l'abandon comme si quelqu'un était parti il y a des mois. Voyant cela, elle a décidé de partir dans une zone différente. Elle a été un peu inquiète, elle s'est dit bon je peux pas m'aventurer plus longtemps que ça ici, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Plus tard, quand elle est rentrée chez elle, Luna a raconté à son petit ami ce qu'elle avait vu, et ensemble, ils ont essayé de réfléchir à une solution parce que ce petit camping, ce camp de fortune, il était sur leur propriété privée, donc ils se disaient cette personne-là, va falloir qu'elle parte. En plus de ça, ils ne se sentent pas forcément super à l'aise que quelqu'un campe. Bon, d'une part chez eux, mais en plus de ça, aussi près de leur maison. Ils ont réfléchi quelques jours, mais au bout d'un moment, les aléas de la vie ont fait qu'ils ont oublié de s'occuper de la situation, ils sont passés à autre chose. On fait donc un bond dans le temps de quelques mois, alors que Luna repromenait ses chiens dans sa petite forêt privée, et elle est retombée sur ce fameux camp de fortune. Et là, la curiosité a pris le dessus. Elle voulait voir s'il y avait de nouvelles affaires, ce genre de choses, voir si la personne était toujours là. Tout était toujours là. Il y avait toujours le camp, on avait toujours l'impression que quelqu'un vivait là, mais cette fois-ci c'était un peu moins entretenu. Elle a trouvé des restes d'aliments, elle a trouvé des restes d'incendie, signe que la personne n'avait pas nettoyé derrière elle. Luna rentre chez elle et elle attend le soir de cette journée que son petit ami rentre à la maison. Elle était en train de cuisiner tranquillement, et dans cette cuisine il y avait une fenêtre qui donnait directement une vue sur la forêt, sa forêt privée. À un moment donné, quelque chose attire son attention, une sorte de silhouette. Elle pense donc qu'elle a vu quelqu'un, près d'un arbre, mais il faisait nuit noire dehors, donc elle ne sait pas si elle a vraiment vu quelque chose, ou alors si c'est son imagination qui lui a joué des tours. Plutôt que de s'apeurer, elle a essayé de passer à autre chose et de ne plus trop penser à tout ça. Néanmoins, bien qu'elle se soit dit « bon allez, j'y pense plus, quand on a un truc qui nous fait peur », ça a un peu tendance à trotter malgré nous dans notre tête. Et c'est ce qui se passe dans la tête de Luna. Elle repense à ce qu'elle a vu, elle repense au camp, elle se dit mais attends, notre maison il y a des clôtures partout, il y a quand même quelqu'un qui est sur notre terrain, pas loin de la maison, donc ça lui trotte quand même pas mal dans la tête. Et c'est là qu'elle va se dire mais attends, si j'ai vraiment vu une silhouette, et si c'était la personne qui vivait dans le fameux camp de fortune que j'ai trouvé. Elle se disait il y a forcément quelqu'un qui y vit, tous les indices que j'ai trouvés semblent aller dans ce sens. Mais d'un autre côté, elle s'est dit, je veux pas y penser. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que ça fait peur. Du coup, malheureusement, Luna continue d'y penser. Du coup, Luna continue sa cuisine et continue aussi d'y penser. Sauf que ses pensées évoluent, mais pas dans le bon sens. Du coup, elle se dit, vas-y, je veux m'assurer une bonne fois pour toutes de s'il y avait quelque chose ou pas. Elle regarde du coup par la fenêtre et cette fois-ci, elle ne voit rien. Elle essaie de regarder un petit peu aux alentours et pareil, elle ne voit rien du tout. Elle se dit donc, ok, ce que j'ai vu, c'est une sorte d'hallucination, c'est mon anxiété qui avait pris le dessus. Et d'un coup, on frappe à sa porte arrière. Ça c'est chelou quand même si on commence à frapper à ta porte arrière. Quand quelqu'un veut te dire quelque chose, te livrer un colis, il frappe devant, pas derrière. Il y avait un rideau qui couvrait cette porte arrière, donc en se retournant, eh bien Luna ne pouvait pas voir directement qui c'était. Et elle ne pouvait pas non plus voir qui c'était de la fenêtre où elle se trouvait, donc de la cuisine. Donc le seul truc qu'elle est obligée de faire, c'est de se déplacer. Luna va donc voir à la porte arrière, elle déplace le rideau, et personne. Elle ne voit personne, mais ses chiens commencent à aboyer. Et déjà qu'elle se sent un peu anxieuse, cette situation-là n'arrange rien. Elle avait de la musique sur une enceinte qu'elle a éteinte, comme ça elle pourrait mieux entendre peut-être des bruits de pas autour de la maison. Les chiens eux aboyaient devant une fenêtre et du coup se sentant très mal à l'aise, Luna décide de fermer tous les rideaux et de calmer ses chiens, de les rassurer. Néanmoins, bien que le calme soit un peu revenu dans la maison, elles se sont toujours assez angoissées. Et d'un coup, un bruit vient de la cuisine, comme si quelqu'un tapait contre une porte, mais pas taper, toc toc laisse-moi entrer, comme si quelqu'un essayait littéralement de la défoncer. Luna fixe son regard sur la porte de la cuisine et elle voit la porte qui tremble, mais d'une force incroyable. Pour elle c'est clair, quelqu'un essaye de rentrer dans la maison. Les à-coups sur la porte sont tellement forts que la tringle à rideau qui se tenait au-dessus de la porte tombe. Mais en tout cas, cette tringle à rideau qui tombe permet maintenant à Luna de voir qui essaye de rentrer dans sa maison. Elle voit un homme portant un masque blanc, en tout cas qui porte quelque chose pour dissimuler son visage. Il est en train de mettre des gros coups de pied sur la porte, et Luna, elle, en voyant ça, elle est limite sur le point de s'évanouir. Elle réfléchit à ce qu'elle peut faire. Si elle passe par la porte d'entrée, l'homme pourra faire le tour et la rattraper. Passer par la porte arrière, c'est impossible, évidemment, l'homme est là. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est laisser ses chiens au rez-de-chaussée pour essayer d'effrayer l'homme, et elle part dans la salle de bain à l'étage pour se planquer. Fort heureusement, elle avait pris avec elle son téléphone. Elle appelle la police parce que elle entendait toujours l'homme essayer de rentrer dans la maison. En attendant que la police arrive, elle a peur pour elle. Peur pour ses chiens, en tout cas elle sait que ses chiens vont bien parce qu'elle les entend toujours aboyer. La police est arrivée assez vite, mais déjà quelques minutes avant que la police n'arrive, il n'y avait plus aucun bruit. L'homme avait pris la fuite. La police est arrivée, ils ont fait le tour de la maison. La porte que l'homme essayait de défoncer était intacte, il n'avait pas réussi à rentrer dans la maison. Luna
a fait une déposition, elle a parlé de ce qu'elle avait trouvé dans les bois. Les policiers sont allés inspecter les lieux, ils ont effectivement trouvé le camp de fortune, mais ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont d'ailleurs rien trouvé de suspect. Donc est-ce que l'individu qui vivait dans les bois de Luna et de son petit ami était celui qui a essayé de rentrer dans la maison? Pour le moment, c'est le mystère. Je pourrais vous dire que cette histoire s'arrête là et qu'on n'en sait pas plus. Mais c'est pas le cas. Là, je sens que vous étiez en train d'être un peu frustré. Pour une fois, on va pas l'être à 100%. Parce qu'on fait un bond dans le temps. De quelques semaines après ces événements. Luna, son petit ami et ses chiens se rendent au fameux camp de fortune. Ils allaient là-bas pour voir si le camp avait finalement été abandonné ou pas encore. Ils voulaient également voir s'il y avait des indices qui pourraient présager que cet individu était responsable de la tentative d'intrusion. Eh bien, regardez ce qu'ils ont trouvé. Ouais, le fameux masque blanc. Le masque blanc que l'individu qui voulait s'introduire dans la maison portait, pendu à un arbre. Il y avait également un sac avec des gants, des bottes, et apparemment, la police n'avait pas vu tout ça quand ils ont inspecté les bois. Ils ne l'avaient pas vu parce que ça n'y était pas. Donc oui, l'individu qui avait essayé de s'introduire dans la maison était bien celui qui vivait dans ce camp de fortune. Néanmoins, après sa tentative d'intrusion ratée, et le fait que la police maintenant soit au courant qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu ici, il ne s'est plus jamais représenté. Et Luna et son petit ami également ne lui n'ont pas laissé forcément l'occasion parce que à ce moment-là, ils ont pris toutes ses affaires et ils ont foutu ça à la déchetterie. Et après, ils n'ont plus jamais eu de problème. C'est là que cette histoire s'arrête, ça fait peur. Je pense que tu vois quelqu'un à ta fenêtre porter déjà le masque que Luna et son petit ami ont trouvé. T'es pas serein, hein. Et puis de toute manière, même le masque le plus innocent qui soit, de nuit, à ta fenêtre, t'es jamais serein. Je pense que même quelqu'un qui a un masque de la Reine des Neiges à ta fenêtre de nuit, tu te dis pas, let's go, allons chanter libéré délivré. Pas du tout. Je pense que tu te dis, je vais chercher mon flingue, ou sinon je vais aller chercher où est-ce que j'ai rangé mon courage. Je pense plutôt qu'il va te dire, je vais y aller, je vais aller me planquer. On fait comme ça. Heureusement que la porte n'a pas cédé, heureusement que Luna va bien. Après, malheureusement, l'individu n'a pas été arrêté, donc ça se trouve, il va aller sur une autre propriété privée, il va faire la même chose. Peut-être que là, c'était sa première fois, qu'il s'est dit, je suis chez quelqu'un, c'est l'occasion d'aller chercher un peu à manger ou ce genre de choses. Ça, on sait pas. La première histoire est une histoire qui se passe pendant un voyage au camping. Je campais dans la propriété familiale d'un ami, on était un petit groupe d'amis qui se connaissaient entre nous, et pas très loin il y avait une énorme boutique assez effrayante. Alors que la soirée se passait bien, on s'était raconté des petites histoires près du feu, et à un moment donné tout le monde est parti se coucher, et moi, n'arrivant pas à dormir, j'étais le dernier éveillé. À un moment donné, ayant envie de me soulager, j'ai décidé d'aller faire pipi à côté de la fameuse boutique effrayante. Je faisais mon affaire, et en même temps je regardais par la fenêtre de la boutique. Et je remarquais à l'intérieur qu'il y avait comme un morceau de papier qui flottait. Je me suis dit d'abord que c'était un papillon de nuit, mais j'ai changé d'avis quand j'ai remarqué que le mouvement de ce morceau de papier suivait un schéma bien précis. Il volait en formant un 8. Et rapidement, ce morceau de papier a disparu dans la noirceur de la boutique, dans une zone qui n'était pas éclairée par la lumière de la lune. Je suis retourné près du feu pour finir ma boisson et continuer à me détendre. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et étant seul, m'ennuyant un petit peu, j'ai décidé de jouer à un jeu sur mon téléphone. À un moment donné, un de mes amis, Marc, est sorti de sa tente pour aller se soulager également. Il y allait et il est revenu pour s'endormir. Le temps a continué à passer un petit peu et là, le sommeil a commencé à me gagner. Je suis donc allé me coucher. Et le lendemain, alors que nous prenions le petit déjeuner, Marc m'a parlé. Il m'a dit « Je t'ai vu sur ton téléphone, près du feu, hier soir alors qu'il était assez tard. » Je lui ai répondu que oui, il devait être 2 ou 3 heures du matin. Et là, il m'a demandé qui était avec moi. Je lui ai dit que j'étais seul, et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'est levé pour aller aux toilettes, qu'il m'a vu sur mon téléphone, avec 2 personnes qui regardaient par-dessus mon épaule. Une personne avait l'air assez imposante, et l'autre était petit et très fin, presque la peau sur les os. Sauf que ce qui était étrange, c'est que aucun de mes amis n'était soit imposant, soit fin au point d'en avoir la peau sur les os. C'est là que cette histoire s'arrête. Est-ce que des fantômes présents dans le magasin ont vu le narrateur de l'histoire faire pipi et ils se sont dit on va aller le parler et ils ont été intéressés par le jeu auquel il jouait sur son téléphone? C'est possible. Comme quoi les fantômes aiment peut-être aussi les jeux vidéo. En tout cas, c'est une histoire qui peut faire froid dans le dos, surtout dans l'environnement dans lequel ça se passe, de nuit, quand tu fais un petit camp, ce genre de choses. Après, les fantômes rencontrés n'ont pas l'air d'être très agressifs. Allez, on passe à la seconde histoire. Cette seconde histoire parle de 2 frères, elle est assez courte, mais vous allez voir, elle fait froid dans le dos. La chambre de mon frère se trouvait juste à côté de la mienne.
Un après-midi, il m'a abordé pour me demander ce que j'avais pu faire la veille, le soir, pendant la nuit, qui m'avait fait rigoler. Assez confus, je lui ai demandé de me fournir plus de détails, et mon frère m'a dit que la nuit passée, vers 3 heures du matin, je l'ai réveillé avec mon rire. Il avait l'impression que je faisais les 100 pas dans la pièce, qu'il y avait pas mal de mouvements, sauf que son visage est devenu très pâle quand je lui ai dit que la nuit passée, je l'ai passé chez un ami. Depuis ce jour, mon frère n'explique pas ce qu'il s'est passé parce que pour lui, le rire qu'il a entendu était clairement le mien. Histoire finie. Histoire courte, j'avais déjà vu une histoire, ça date un petit peu maintenant, je saurais pas si je pourrais la retrouver comme ça, de tête, mais c'était une histoire où le fantôme avait pris l'apparence de la sœur du narrateur ou quelque chose comme ça, donc vous voyez, c'est quelque chose apparemment qui ressort pas mal, le fait que des esprits puissent prendre l'apparence de personnes qu'on connaît. Salut toi. Donc si ça se trouve ce soir vous allez voir quelqu'un de votre famille chez vous, c'est pas lui. Non, soyez pas parano non plus, un petit peu. Là, on va parler d'une grand-mère. Ma grand-mère a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a forcée à avoir une présence chez elle quasiment en continu. Une nuit, j'étais chez moi, assis à mon bureau, et d'un coup, j'ai senti une odeur de parfum envahir la pièce. Ce n'était pas léger, c'était quelque chose de très odorant au point que ça me piquait les narines. Automatiquement, quelque chose dans ma tête m'a dit « quelque chose ne va pas, c'est grand-mère ». Rapidement, je me suis empressé d'envoyer un message à mon oncle qui se trouvait avec elle à ce moment-là. Et il était 23h20. J'ai reçu une réponse rapidement. Et mon oncle m'a dit « on peut venir lui dire au revoir ». Je me suis rapidement précipité chez ma grand-mère. En arrivant, je suis allé dans la chambre où elle se trouvait. Elle était là, dans son lit. Je me suis rapproché d'elle, je l'ai embrassée sur le front et je lui ai dit que je l'aimais. Son corps était encore chaud, mais elle ne respirait plus. J'ai dit à mon oncle que je l'avais contacté parce que j'avais pressenti quelque chose. Et il m'a dit que 5 minutes à peine avant que je n'envoie mon message, elle était partie. C'est là que cette histoire se termine. Cette histoire-là, elle est un peu étrange parce que du coup, ça veut dire que quand la grand-mère est décédée, eh bien, quelque chose, son aura, quelque chose comme ça, est allé voir le petit-fils, le narrateur, et que ça a diffusé son parfum pour indiquer je suis parti, tu vois, genre est-ce que l'esprit de la grand-mère est directement allé vers son petit-fils, tu vois, genre il y a un mystère un peu autour de ça. Je comprends la signification de l'histoire, mais j'arrive pas à expliquer, après c'est normal, c'est paranormal, donc on peut pas l'expliquer, mais le pourquoi du comment, il y a eu cette odeur, tu vois. Parlons un petit peu de maison hantée. La maison dans laquelle j'ai grandi était hantée. Tard dans la nuit, j'entendais quelqu'un faire les 100 pas dans le salon. Je les entendais parce que j'étais le seul réveillé, et je savais que c'était étrange parce qu'on n'avait pas d'animaux de compagnie. Je n'ai jamais rien dit à ma famille, je ne voulais pas passer pour un fou, car ces sons-là, j'étais le seul à les entendre. J'ai grandi, je suis allé à l'université, et j'ai donc quitté ce domicile. Mes parents avaient acheté une nouvelle maison, mais ils n'avaient pas vendu la maison dans laquelle j'avais grandi, car ils comptaient la mettre en location. Ils m'avaient proposé d'y rester un certain temps, le temps que eux trouvent des locataires. D'abord, j'ai refusé. Mais ma mère m'a demandé pourquoi et elle a insisté pour que j'emménage dans cette maison. Finalement, j'ai cédé, non pas à emménager dans la maison, mais à lui raconter ce que j'entendais quand j'étais plus jeune. Ma mère est devenue toute pâle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle aussi avait entendu les mêmes choses que moi, mais qu'elle n'avait rien dit, parce qu'elle avait peur, elle aussi, d'être prise pour une folle. C'est là que cette histoire s'arrête, c'est très simple. Si vous entendez des bruits, parlez-en. On ne vous jugera pas. Maintenant, surtout que les trucs de paranormal, les bruits étranges et tout, ça c'est relativement bien démocratisé. C'est pas comme à l'époque où on va tout de suite appeler l'asile psychiatrique pour t'y envoyer, tu vois. Genre on va essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. J'espère, en tout cas. Quand j'avais 14 ans, mon ami et moi faisions du vélo en montagne et à un moment donné on s'est retrouvés dans les bois. On était à l'écart de toutes les maisons. Donc décidant de ne pas s'éloigner plus que ça, on a décidé de retourner vers les habitations. En remontant la colline qu'on venait de descendre, on a vu un homme qui semblait être un mineur, habillé de vêtements qui semblaient dater des années 1800. Il avait un seau et il montait la colline. Comme on le faisait, du coup il était dos à nous. On l'a vu monter quelques secondes cette colline et après ça, il a disparu. Mon ami et moi, nous ne nous sommes rien dit à ce moment-là, mais une fois qu'on était arrivés chez lui, j'ai partagé ce que j'avais vu. Et il m'a dit que lui aussi avait vu cet étrange mineur. On s'est un petit peu renseigné et on s'est rendu compte qu'à peu près quelques mètres de la colline que nous remontions, il y avait à l'époque une ancienne cabane qui appartenait à un mineur. Fin de l'histoire, le mineur hante toujours sa cabane et les environs. Et ça, c'est pas non plus remarquable de voir que parfois les fantômes reproduisent des actes qu'ils faisaient quand ils étaient vivants. Après, j'avais déjà fait des vidéos où il y avait
des personnes décédées qui hantaient des lieux et qui reproduisaient les gestes qu'ils faisaient de leur vivant. Par exemple, une vidéo, alors je pourrais pas vous la retrouver comme ça de tête, mais je me rappelle, c'était dans une ville fantôme un petit peu, et t'avais des servantes d'hôtel, des femmes de ménage, qui reproduisaient les mêmes gestes, qui refaisaient les chambres, etc. Enfin, on voyait leurs fantômes le faire, et j'ai l'impression qu'on a un peu ce délire-là sur cette histoire. Le mineur doit reproduire les gestes qu'il faisait de son vivant. Tout simplement. C'est intéressant. Maintenant, on va parler d'une histoire de cache-cache. Quand j'avais entre 7 et 8 ans, j'étais chez ma grand-mère pour Noël et je jouais à cache-cache avec mes cousins. La plupart d'entre nous restaient dormir pendant la nuit, mais étrangement, personne ne restait dans la 4e chambre. Quand on jouait, il était environ 20h, c'était à mon tour de compter et j'ai décidé d'aller dans la 4e chambre pour le faire. Je me suis assis sur le lit, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à compter jusqu'à 20. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait jour. J'ai compté jusqu'à 20, mais entre le moment où j'ai fermé les yeux et le moment où je les ai ouverts, 12 heures s'étaient écoulées. Tout de suite, je me suis dit quelque chose de rationnel. Je me suis endormi. Mais si c'était le cas, pourquoi mes cousins ne seraient pas venus me chercher, voyant que je ne viens pas? En plus de ça, c'était une maison dans laquelle il faisait assez froid. Donc, pour dormir, il fallait mettre plusieurs personnes dans le même lit avec plein de couvertures. On ne pouvait pas s'endormir sereinement comme ça. On n'arrivait tout simplement pas à s'endormir dans un tel froid. Et enfin, dernier point, mes parents seraient venus me chercher. Et me voyant endormi dans cette chambre, ils m'auraient déplacé et m'auraient mis dans un endroit plus chaud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être eu un trou de mémoire, peut-être que je me suis endormi mais j'en doute. Mais tout ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit que je ne peux expliquer. Cette histoire-là, je voulais vous la raconter parce qu'elle est mystérieuse. Mais je la comprends pas du tout. Donc ne comptez pas sur moi pour vous donner des explications, j'en ai pas. Si vous en avez en commentaire, je suis preneur. On va voir dans cette première histoire le témoignage de David. David avait 17 ans et il se trouve qu'au moment des faits, un de ses amis, Jacob, devait fêter ses 17 ans. Pour l'occasion, David a proposé à Jacob de passer la nuit chez lui et il a proposé ensuite le lendemain de l'emmener dans la forêt pour se balader un petit peu. Jacob accepte, la nuit où Jacob passe la nuit chez David se passe bien et le lendemain, Jacob et David se rendent donc en forêt qui se trouve à une petite heure de là où vit David pour faire une petite balade. Sauf que alors qu'ils sont en train de se balader, David se rend compte d'une chose, c'est qu'il a oublié ses clés de maison. Ses parents ne sont pas là et il se dit mince, est-ce que je rentre vite fait chez moi bien qu'il y a quand même un peu de trajet pour reprendre mes clés et verrouiller la porte d'entrée? Il cogite un petit peu, il se dit bon quand même je vis en ville, il y a des gens, il y a du passage de véhicules donc je ne pense pas que je me ferai cambrioler. Vous savez, il essaye de se rassurer un petit peu, mais il a quand même le doute qui subsiste, où il se dit « Bon, ce serait quand même sacrément con que je me fasse cambrioler à cause d'une petite erreur d'étourderie. » La balade dans forêt en soi se passe bien que David, lui, il a toujours cette petite pensée dans la tête où il se dit « Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'infiltrer chez moi? Est-ce que je peux me faire cambrioler? Est-ce que quand je vais rentrer, je vais tout retrouver saccagé parce que quelqu'un se sera introduit dans la maison ?» Mais il essaie quand même de se rassurer, il se dit « Non, il y a peu de probabilité quand même. » La porte est pas fermée à clé, mais elle est quand même fermée, donc a priori, quelqu'un qui passe dans la rue, il va pas se dire que la maison est grande ouverte. Au moment de quitter la forêt, Jacob demande à David s'il peut repasser la nuit chez lui. Il se trouve que ils avaient tous les deux fini le lycée, donc ils allaient ensuite partir pour les études supérieures à l'université. Jacob voulait passer encore un peu de temps avec David avant que lui ne parte pour ses études, parce que lui allait quitter la ville. Du coup David, il accepte que son pote reste un peu plus à la maison. Le duo rentre donc chez David, et déjà en arrivant devant la maison, problème, la porte d'entrée est grande ouverte. David, un petit peu paniqué, s'aventure avec Jacob dans la maison, il en fait le tour et il remarque que tout va bien. Il ne manque rien, rien ne semble avoir été volé. Il remarque juste une chose, c'est que la porte du grenier est ouverte. Alors que c'est une porte qui n'est jamais utilisée par David ou par les membres de sa famille, c'est quelque chose en soi qui reste généralement fermé. Il remarque que sur l'escalier qui suit la porte, il y a un papier blanc. David ne va pas le checker. Il décide plutôt, bonne idée, d'appeler la police directement. Il y a quand même un doute qui subsiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le grenier? Du coup, Jacob et David crient que s'il y a un étranger, il ferait mieux de sortir parce que la police arrive. Ils n'ont aucune réponse. Et d'un coup, ils entendent des bruits de pas dans l'escalier. La personne qui s'était introduite dans la maison, et plus précisément dans le grenier, sort de sa cachette. Il y avait un homme que David ne connaissait pas du tout. Un homme qui avait un physique assez atypique parce qu'il semblait un peu ravagé par la vie, vous voyez. Il semblait pas en très bonne santé. Et cet homme-là avait sur son visage une expression très énervée. Il a dit « Vous n'êtes pas chez vous,
partez avant que je vous enferme. Jacob et David ont peur, ils se précipitent à l'extérieur de la maison, mais là, fort heureusement, la police est arrivée. Ils ont mis très peu de temps pour venir. Plusieurs agents de police sont rentrés dans la maison. Ils ont appréhendé l'individu et ont fait un peu le tour de la maison, au cas où il y ait une seconde personne ou des indices qui pourraient expliquer ce que faisait cet homme ici. Et il se trouve que, dans le grenier, la police a retrouvé des couteaux de cuisine qui appartenaient à David, mais par contre ils ont trouvé des choses qui ne lui appartenaient pas. Ils ont trouvé une hache, des chaînes, et ils ont checké le petit papier blanc qu'il y avait sur l'escalier, et sur ce fameux papier il y avait marqué « Derrière toi ». David, lui, quand il apprend tout ça, il ne comprend pas, mais c'est plus tard, quand les agents de police ont un petit peu plus enquêté sur qui était l'homme, qu'ils ont rappelé David pour lui expliquer un peu plus ce qui s'était passé. Et en fait, il se trouve que l'individu qui s'était introduit chez lui était un homme qui s'était enfui d'un hôpital psychiatrique. Cette expérience-là a servi de leçon à David, qui vérifie toujours s'il a ses clés de maison avec lui et s'il a bien verrouillé sa porte d'entrée quand il part de chez lui. C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, clairement, on veut pas que ça nous arrive une intrusion comme ça. Bon, généralement, une intrusion, même pas d'un mec qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique, t'as pas envie que ça t'arrive, mais là, c'est sacrément chaud. On comprend pertinemment que l'homme dérangé qui s'est introduit dans la maison, eh bien, il n'avait pas des intentions très sympathiques vis-à-vis de David et de Jacob. Qu'est-ce qui se serait passé si jamais David n'avait rien remarqué? Il n'avait pas vu que le grenier était ouvert. Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que l'homme aurait essayé de tendre un piège à l'un des deux jeunes hommes? Ça, on ne peut pas le dire, c'est ça le truc un peu frustrant. Quelles sont ses réelles intentions, bien qu'il avait tout un attirail assez épouvantable avec lui. Ça se trouve, il avait ça, mais il ne comptait rien en faire. Ça se trouve, ses pensées s'entremêlaient dans sa tête, donc lui-même ne savait pas trop ce qu'il allait faire. C'est le mystère. On va voir maintenant l'histoire de Jenny. Jenny, comme beaucoup de jeunes, a rencontré quelqu'un via Tinder. C'était quelqu'un qui n'aimait pas trop conduire, du coup elle a demandé à son date de venir la chercher chez elle. Déjà, vous vous dites, peut-être pas une très bonne idée. Elle parlait à cet homme qu'on va appeler Simon depuis quelques semaines. Du coup, Simon est arrivé en voiture pour le date. Il avait prévu d'emmener Jenny pour manger des sushis. Jenny adore les sushis, donc elle s'est dit, cool, bon date. Simon a mis l'adresse du restaurant sur son GPS et le petit couple en devenir, ou peut-être pas, a commencé à prendre la route. La conversation est plutôt agréable sur le trajet. Mais à un moment, Jenny regarde par la fenêtre et elle voit que elle n'est plus dans la ville. Elle commence à rentrer dans des bois. L'endroit commence à être un peu isolé et Jenny se dit mais attends, sur son GPS il y avait marqué que le restaurant était au centre-ville, pourquoi on se retrouve au milieu de nulle part? Jenny en parle à Simon, Simon dit bah c'est ce que le GPS me dit de faire, c'est pas moi qui choisis le chemin. Jenny a dit bon, essaye de revenir en ville, elle essaye de rester sereine mais intérieurement elle panique. Elle jette des petits coups d'œil de temps en temps à Simon et Simon ne semble pas très bien, comme s'il prévoyait quelque chose mais qu'il était pas, tu vois, genre il était pas sûr que ça allait fonctionner, il appréhendait quelque chose qui devait se passer. Le temps passe encore un petit peu, Jenny se dit bon, j'aurais peut-être dû conduire, vaincre mon anxiété de conduire et comme ça je me serais retrouvé en ville et pas en forêt, ou peut-être même que je n'aurais pas dû rencontrer Simon du tout. Elle commence à se dire en devenant un peu parano, je vais mourir dans ces bois. Elle regarde son téléphone pour voir si elle-même peut utiliser un GPS, faire genre tiens moi je mets l'adresse, regarde faut passer par là, et avant même qu'elle ne check quoi que ce soit, Simon dit « Il n'y a pas de signal ici ». Jenny essaye de paraître la plus calme possible alors qu'intérieurement elle se pisse dessus. Jenny jette aussi des petits coups d'œil discrets à Simon et elle voit que Simon il est aussi mal à l'aise. Il a des petites gouttes de sueur de son front comme s'il était stressé quelque chose. Elle comprend pas trop parce qu'elle se dit « Pourquoi il est stressé? S'il veut mettre un traquenard il devrait être plutôt serein, qu'est-ce qui se passe ?» En plus de ça il arrête pas de dire « Je te jure, j'essaye de nous ramener en ville ». Jenny va dire « Bon, t'inquiète pas pour les sushis, emmène-nous dans une station-service ». Elle veut juste aller à un endroit où il y a d'autres gens. Et là, Simon va faire une sorte de vanne, qui rassure pas forcément tant que ça Jenny sur le coup. Il dit « T'inquiète pas, j'ai pas d'arme ou j'ai pas de pelle dans mon coffre, si tu penses que je te sers quelque chose ». Bon, vous vous en doutez, on me dit ça, tu te dis « Je vais peut-être sortir de la voiture même si elle est en train de rouler ». Bon, finalement, le duo arrive au restaurant de sushi. Après quand même pas mal de temps, Jenny avait eu clairement la peur de sa vie. Le date en soi, on va pas dire qu'il se passe bien, mais il se passe, les deux jeunes gens mangent, Jenny n'a pas forcément beaucoup d'appétit avec ce qu'elle vient de vivre, mais ça s'arrête pas là, il va encore se passer des petits trucs chelous. Jenny dans sa tête, alors que le date se passe en soi maintenant plutôt bien, on va dire la pression a un peu redescendu, elle a déjà prévu à l'après-date, elle se dit ok, je vais prendre un Uber pour rentrer, je vais pas remonter avec lui, elle se dit même, en fait, il voulait me tuer, c'est pour ça qu'il m'a emmené en forêt, mais en fait, il n'a pas eu les balls de le faire. Il a trop flippé, d'où le fait qu'il était totalement anxieux, le fameux Simon. En fait, il comptait l'assassiner, peut-être s'arrêter sur le bas-côté, l'assassiner, la jeter dans la forêt, mais
il n'a pas eu le courage. Et tant mieux du coup. Mais à un moment donné, le fameux Simon, il va poser une question très chelou pendant le date. Il va dire, alors, quand est-ce que tu penses qu'on aura des relations sexuelles? Je vous laisse digérer la question. Alors que Jenny est en train de manger, en entendant ça, elle a failli s'étouffer avec un morceau de sushi. Elle dit quoi? Parce que forcément, c'est assez bizarre comme question à un premier date. Elle se dit, est-ce qu'il fait une blague? Est-ce qu'il est sérieux? Tu vois, elle comprend pas du tout ce qui se passe là. Et du coup, Simon va poser une deuxième question. Il va dire, bah tu sais, tu comptes me faire attendre combien de temps avant qu'on passe à l'acte? Un jour? Une semaine? Un mois? Jenny, elle répond pas parce qu'elle est sans voix, forcément. Elle est assez choquée. Mais Simon, lui, il s'en fout. Il continue de parler tout seul, il est dans un monologue, il va dire, parce que tu sais, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, je pourrais pas attendre un mois. Forcément, ça a posé un gros malaise pour le reste du date. Le date se finit, Jenny prend son Uber, et peu de temps après être partie, elle reçoit un message de Simon qui lui dit, écoute, je ne pense pas que ça marchera avec toi, il me faut une fille avec une libido plus élevée. Pour Jenny, ça lui va très bien. Elle répond juste, ok. Elle remarque autre chose alors qu'elle est en train de rentrer chez elle, c'est que le trajet pour revenir chez elle, alors que tu viens du restaurant de sushi, n'est pas du tout le même que celui qu'a pris Simon. Là, tu passes pas du tout dans une forêt ou quoi que ce soit, tu restes dans une ville, tu passes au travers de rues bien éclairées, tu vois des maisons, de la civilisation. Donc clairement, le Simon, il a pris une route assez chelou. En plus de ça, avec Simon, le trajet a duré à peu près 1 heure, assez longtemps, alors qu'avec le chauffeur Uber, 15 minutes. Finalement, Jenny a pu rentrer en sécurité chez elle, elle n'a plus jamais eu de nouvelles du fameux Simon. Cette expérience lui a servi de leçon. Elle ne demande plus à ses dates d'application de rencontre de venir la chercher chez elle. Généralement, elle prend soit un Uber pour se rendre au rendez-vous ou sa voiture. Mais en tout cas, maintenant, elle sait qu'elle ne fera plus 2 fois la même erreur. Elle ne sait pas également non plus si le fameux Simon avait des intentions néfastes vis-à-vis d'elle. Elle a quand même un doute. Tu peux pas accuser quelqu'un de vouloir te tuer non plus comme ça, c'est assez compliqué. Mais par contre, elle se dit c'est quand même chelou de m'avoir fait passer dans une forêt comme ça, alors qu'il y avait un trajet beaucoup plus rapide. Elle se dit soit le Simon avait prévu quelque chose de sinistre vis-à-vis d'elle, ou alors il s'est réellement trompé de route, et là il aurait fait en quelque sorte une erreur qui peut arriver à tout le monde. Donc soit on a affaire à quelqu'un qui avait des envies très cheloues et sinistres, soit alors on a affaire à quelqu'un qui était tout simplement gênant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va conclure avec le témoignage de Sharon. Sharon avait 16 ans au moment des faits, elle avait un petit ami et des amis, et tous ensemble, ils ont décidé d'aller camper dans une petite forêt. À ce moment-là, il y avait une zone d'habitat, une sorte de quartier résidentiel qui était en construction, et à côté de celui-ci, il y avait une forêt. Personne ne vivait dans ce quartier résidentiel, il y avait des maisons qui n'étaient pas encore finies, où il n'y avait pas de vitres par exemple dans les maisons, donc on ne pouvait pas encore y vivre. Le petit groupe est arrivé en forêt, ils ont installé leur tente, des chaises, de quoi camper et passer une bonne soirée. Tout le monde se détend, ils font un petit feu, ils mangent des petits chamallows, et à un moment donné, alors que la nuit est bien tombée et qu'il fait bien noir, le groupe entend des cris. Ces cris semblent venir du quartier en construction. Il semble également qu'une femme soit à l'origine de ces cris, et en fait elle fait pas un cri brut ou elle crie juste, en fait elle crie quelque chose. Le groupe n'arrive pas forcément à discerner ce qui est dit, sauf 2 choses. Ils entendent « aidez-moi » et ils entendent également « non ». Et à un moment donné, alors que la femme crie, vous savez, le cri s'est tu d'un coup net. C'est comme si, tu vois, genre la femme était en train de crier et que quelqu'un l'a fait taire. Ça semblait pas naturel. Le groupe ne voyait rien, les arbres étaient épais, donc impossible de savoir ce qui pouvait se passer. En tout cas, ils sont apeurés, ils décident de foutre le camp. Ils ne prennent même pas la peine de prendre leurs affaires, ils laissent leurs affaires là parce qu'ils ont peur, ils retournent vers leur véhicule qu'ils avaient garé dans le quartier en construction, là d'où venaient les cris. Sharon avait déjà sorti son téléphone pour appeler la police qui a dit « mais non, c'était juste un chat qui dit aidez-moi, bizarre quand même ». Le quartier est en construction, rappelez-vous, donc il n'y a pas d'éclairage pour bien éclairer la zone. On arrive quand même à voir certaines choses avec la lumière de la lune, avec la lumière des téléphones. Et alors que le groupe se dirige vers la voiture, ils voient un homme qui semble traîner quelque chose de lourd dans des draps. L'homme voit le groupe, il lâche ce qu'il tenait, et il commence à marcher d'une manière précipitée vers le groupe. Le groupe s'enfuit en courant, logique, ils arrivent à leur voiture et ils mettent les gaz pour partir le plus loin possible. Le groupe s'est arrêté un peu plus loin parce qu'ils ont vu une voiture de police arriver. La police s'est enfoncée dans le quartier en construction, l'homme s'est enfui en courant. Il n'a pas été arrêté par la police a mené une petite enquête sur la zone et ils ont découvert le corps d'une femme qui avait été assassinée. Sharon ne sait pas si l'individu a réussi à être arrêté ou pas. C'est là que cette histoire s'arrête, histoire de fou, on est quasiment sûr à peu près 90%, à peu près, que
Si l'individu avait réussi à s'approcher assez près du groupe d'amis de Sharon ou de Sharon elle-même, eh bien, ils auraient potentiellement été assassinés. Je l'ai déjà dit sur des vidéos où le sujet était abordé, mais je pense que croiser la route d'un tueur, c'est quelque chose qui te marque à vie. Après, 20 ans plus tard, quand tu as réussi à prendre du recul et à relativiser, parce qu'il t'est rien arrivé, on va dire que ça fait une anecdote assez flippante à raconter à tes petits-enfants, tes enfants, ce que tu veux, mais par contre, au moment des faits, quand tu es jeune et que ça t'arrive, je pense que, eh bien, il est temps pour toi de changer de slip. La première histoire, c'est l'histoire de Jessie. Je sais, j'ai déjà utilisé ce prénom, mais là, j'avais pas d'inspi. Dites-moi en commentaire des idées de prénoms que je pourrais utiliser, ça peut être marrant ça. Je prends certains des prénoms que vous suggérez pour d'autres threads. Jessie avait 21 ans, c'était une femme, et au moment des faits, elle en avait 15. Elle vivait dans une petite ville où chacun se connaissait. Vous savez, généralement dans les villages, c'est facile de reconnaître des visages, que tous les visages et les noms nous soient familiers. Et vu que tout le monde se connaissait, c'était pas quelque chose d'inhabituel que les parents laissent leurs enfants, adolescents, vaquer à leurs occupations sans grande surveillance. Une de ses amies est venue lui rendre visite parce que elle allait accompagner Jessie pour aller voir son spectacle musical de l'école. Avant de se rendre à la représentation, elle décide donc de se balader un petit peu, de traîner un petit peu. Cette amie venait d'une ville différente, donc elle était pas très familière avec la zone où vivait Jessie. Jessie propose donc d'aller sur un chemin de fer qui n'est plus occupé pour se promener un petit peu. C'était un spot plutôt agréable à utiliser. On est vers mois de mars, donc il fait plutôt froid. Il faisait plutôt froid, certes, mais pour une raison qu'on ignore, et que elle-même ignore, Jessie portait des tongs. Alors que Jessie et son amie étaient en train de marcher sur les fameuses voies ferrées, elle remarque qu'il y a un homme d'âge moyen qui est au téléphone. Bien sûr, se disant que c'est un passant, elle n'y prête pas plus attention que ça. Les deux jeunes filles arrivent vers un viaduc, elles s'installent là, elles s'assoient tranquillement, et là, elles se rendent compte que l'homme qui a été croisé précédemment se rapproche de plus en plus d'elles lentement. Bon là, encore une fois, pas de panique. 5 minutes s'écoulent et l'homme est de plus en plus proche. Sauf que, il a accéléré le rythme. Il ne marche plus lentement, il marche d'une manière plus vive, et en plus de ça, il semble marcher vers les jeunes filles. C'est pas comme si il traversait juste la route. Après ça, il adopte un comportement un peu plus étrange, c'est-à-dire qu'il avance, lentement, rapidement, il s'arrête. Vraiment, il y a quelque chose de cet homme qui se dégage, et ce n'est pas sain. Au bout d'un moment, l'homme est suffisamment proche des deux jeunes filles pour qu'on puisse mieux le distinguer, qu'on puisse potentiellement également engager la conversation, mais également, dans un sens plus dangereux, eh bien, assez proche pour que l'homme puisse les atteindre. C'est-à-dire que s'il décide de taper son plus grand sprint, les deux jeunes filles seraient à sa merci. En plus de ça, les deux jeunes filles commencent un petit peu à paniquer parce que là, elles se disent qu'elles sont deux adolescentes, au milieu de voies ferrées, un peu isolées. Il y a un homme chelou qui arrive, donc elles se disent la situation pue un peu. Mais bon, fort heureusement, Jessie est quelqu'un qui regarde pas mal de trucs d'enquête, des reportages sur des tueurs, sur des kidnappings, ce genre de choses, donc elle pense savoir un peu comment s'en sortir. Elle se dit qu'elle doit libérer elle et son ami de cette situation assez étrange, sans créer de danger et de confrontation directe. En gros, partir sans qu'il n'y ait d'interaction entre elle et cet homme qui arrive. Elle décide donc de sortir son téléphone, faire comme si elle recevait un appel, et elle fait croire que c'est sa mère qui est à l'autre bout du fil. C'est une solution qui est assez envisageable. Ça me rappelle un autre thread, vous savez, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, vous en rappellerez peut-être, une femme qui se faisait aborder assez violemment par des hommes et elle a décidé de sortir son téléphone pour faire croire qu'elle était en live. Bah là, c'est un peu le même système, faire croire qu'on est en communication avec quelqu'un qui est du coup indirectement témoin de la situation qu'on peut vivre, si jamais il y a un problème. Donc, Jessie et son ami reprennent la route, Jessie toujours au téléphone, faisant croire qu'elle parle à sa mère en disant oui maman, on est toujours sur les rails, à tel endroit. Vous savez, elle dissémine toutes les informations pour que la personne qui potentiellement est dangereuse comprenne que s'il se passe quelque chose, et ben les proches de la victime auront notamment une localisation. Pourquoi pas, c'est intelligent. Jessie et son ami étaient en train de revenir sur leurs pas, donc ils allaient croiser l'homme, et au moment où l'homme et les deux filles se croisent, l'homme regarde Jessie et il lui dit « Je sais que tu n'es pas au téléphone ». Là, dans la tête de Jessie, tout est confus. Elle s'attendait pas du tout à ce que l'homme lui dise ça, et dans son cœur, ça va très vite. Son cœur il bat super vite parce qu'elle a une montée de stress énorme. Elle a ce ressentiment parce que l'homme en soi n'avait jamais rien dit à Jessie et son ami avant, il les a pas interpellés en disant hey les filles venez me parler ou quoi que ce soit. Mis à part son allure assez étrange quand il venait, il n'a pas sprinté vers elle, donc il n'a pas montré en soi vraiment de signe de danger vis-à-vis d'elle. C'est la première interaction qu'ils ont et forcément ça lui fait froid dans le dos. Dans la tête de Jessie c'est clair, là il y a une menace. Donc elle décide de faire genre elle n'a pas entendu ce que disait l'homme. L'homme, lui, s'est arrêté. Avec son ami, elle marche rapidement pour sortir de cette zone-là qu'elle considère maintenant comme dangereuse. L'homme, lui, ne les a pas suivis. Il était toujours là, immobile, à les regarder.
avec un petit sourire machiavélique au coin de la bouche, comme s'il était très fier de ce qu'il avait dit. Et une fois que les deux filles étaient hors de vue de cet homme, là elles se sont mis à courir d'une manière très précipitée pour se mettre en sécurité le plus rapidement possible. Les deux filles ont couru si vite que Jessie a cassé une de ses tongs, d'où le fait qu'elle nous dise qu'elle était en tongs, et pour ceux qui ont déjà essayé de courir en tongs, vous savez que c'est pas pratique du tout. Au bout d'un certain moment, les deux filles sont arrivées sur la route principale, là où en fait elles sont entrées sur les voies ferrées, et là Jessie prend son téléphone et appelle réellement sa mère. Fort heureusement, la mère était en voiture, elle rentrait de course, donc elle traversait en fait cette route principale, donc elle a pu s'arrêter plutôt rapidement en fait au niveau des deux jeunes filles pour les récupérer. Une fois en sécurité dans la voiture, la pression est redescendue. Les deux filles ont pleuré un petit peu, même beaucoup, et ensemble elles sont rentrées chez elles. Il n'y a pas eu de plainte auprès de la police qui a été déposée ou quoi que ce soit, parce que sur le papier il n'y a pas eu de contact physique entre l'homme et les deux jeunes filles. Il a juste eu une phrase qui les a terrifiées, mais pour elle, pour Jessie, c'est sûr que cet homme n'avait pas des intentions très saines vis-à-vis d'elle. Elle ne sait pas expliquer qu'est-ce que cet homme voulait, qu'est-ce qui se serait passé si jamais les deux jeunes filles étaient restées là où on va dire elle chillait tranquillement. Elle ne sait pas dire ce qui se serait passé si jamais elle et son amie étaient restés là où elle chillait et que l'homme les avait croisés en continuant sa route. Est-ce que le mec en fait aurait juste continué sa route ou est-ce qu'il se serait arrêté pour faire on ne sait quoi? Mais en fait, elle pense que potentiellement en fait l'homme il n'en savait rien sur le fait que Jessie soit au téléphone ou non. En fait il a juste tenté un coup de bluff et que si jamais Jessie s'était arrêtée en disant comment tu sais, ou qu'elle aurait eu une quelconque réaction, là l'homme s'en serait potentiellement pris elle. Elle sait pas, nous aussi on peut pas trop le savoir parce que fort heureusement il ne s'est rien passé. Là c'est libre à chacun de faire ses théories. Vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt que ça se passe d'une manière où il aurait pu avoir un blessé, un enlèvement ou encore pire, un ou une morte. Cette histoire elle finit là. On va passer maintenant à la seconde histoire. Dans ce second témoignage, on va voir l'histoire d'un couple, mais cette histoire est racontée par l'homme du couple. On va l'appeler Florent. C'est une histoire qui a eu lieu pendant l'été 2004 à Florent et sa copine. Il nous dit que lui, là d'où il vient, et là où il vit, en fait c'est une ville qui a été décimée par un ouragan, il y a eu des inondations, du coup des sortes de camping-cars ont été mis en place à l'extérieur de la ville pour accueillir les gens qui vivaient dans la ville, et du coup des autorités avaient mis en place des barrières pour que personne ne puisse aller dans la ville en attendant, on va dire, que ce soit réparé, que ce soit un peu reconstruit. Mais il y avait une entrée qui avait été laissée au cas où que des véhicules d'urgence aient à passer. Les amis de Florent et Florent ont trouvé cette entrée et du coup, ils aimaient bien aller dans ce qui était autrefois la ville pour s'amuser. Les restes de rue étaient utilisés pour faire des petites courses, ce genre de choses. Et également, les gens aimaient bien aller sur les lieux pour avoir des relations intimes. Florent et sa copine n'échappaient pas à la règle, ils aimaient bien aller dans cette zone pour pouvoir avoir des relations intimes en amoureux. Vous vous en doutez bien, quand on va dire la présence de l'homme disparaît, la nature reprend ses droits. Et justement, c'est ce qui s'était aussi passé un peu sur cet endroit qui était maintenant un peu déserté. Et bien là où il y avait des maisons, des bâtiments, ce genre de choses, maintenant il y avait de l'herbe qui avait commencé à repousser. Donc en fait, autrefois, ce qui était une ville, un petit village, maintenant ressemblait plus à une petite prairie, un champ, une mini-forêt. Bon, dans l'histoire, en tout cas au moment des faits assez chelous, Florent et sa petite amie étaient allés en voiture dans les restes de la ville, s'étaient garés là où il y avait des arbres assez hautes pour pouvoir rester cachés, parce que leur objectif c'était pas de faire une belle partie de Uno, pas du tout. Leur objectif c'était d'avoir des relations intimes. Donc ils ont commencé à se dessaper sur la banquette arrière de la voiture, et alors qu'ils sont en plein dans l'action, Florent remarque quelque chose qui bouge du coin de l'œil. Là, si vous êtes comme moi et que vous voyez un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, vous vous dites, effectivement, c'est le pire moment pour vivre un thread d'horreur. Ça va peut-être faire assez cliché, mais Florent se retourne et il voit que, peut-être à 20 mètres, il y a un homme qui marche lentement, habillé d'une salopette. Et dans sa main gauche, le mec tient une énorme hache. Naturellement, bien qu'il était en train de prendre beaucoup de plaisir, Florent, là, d'un coup, il flippe totalement. Il crie « Oh mon Dieu !» Sa copine, vu la manière dont il le dit, se dit pas que c'est grâce à ses performances. Du coup, elle se relève et elle voit pourquoi Florent a dit « Oh mon Dieu !» Et là, également à poil, elle dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, Florent commence à chercher les clés de la voiture pour essayer de partir le plus rapidement possible. Malheureusement, il a du mal à les trouver. Il rejette un coup d'œil derrière, et il voit que l'homme est de plus en plus près. On peut maintenant voir son visage, et l'homme n'a pas de masque, mais il a un regard super vide. Il a aucune émotion sur le visage. Il a pas l'air heureux, pas l'air énervé, pas l'air triste, c'est comme si le mec c'était une sorte de robot. Florent panique de plus en plus, il essaie de se rappeler très rapidement où il a mis ses clés et il se dit j'ai dû les mettre dans mon pantalon qu'il avait enlevé plutôt frénétiquement pour aller s'occuper de sa copine. Il fouille dans ses poches, il trouve les clés, il les prend, sauf que
Dans la peur, il les fait glisser. Les clés tombent sur le sol. Il reprend les clés. Il met le contact et il arrive à mettre le pied au plancher pour que la voiture se barre à toute allure. Sauf que, alors que la voiture est en train de partir, il voit, parce que là, il faut imaginer aussi que c'est quand même très rapide, que l'homme, au moment où lui commence à s'appuyer sur l'accélérateur, que l'homme est au niveau du coffre. Il est déjà en pleine action pour mettre un coup, et il arrive à atteindre une des roues. Il faut essayer de visualiser le truc. En fait, quand le bout de la hache allait atteindre la voiture a commencé à avancer. Donc en fait, la hache n'a pas frappé vraiment au milieu de la voiture. En fait, elle a un peu frappé une roue. Ce qui fait qu'en fait, ça l'a crevé. Normal. Mais ça n'a pas fait d'autres dégâts parce qu'en fait, c'était vraiment sur le bout, tu vois. Et puis la voiture n'allait pas encore assez vite pour que ça fasse, retourner la voiture, un dérapage ou ce genre de choses, tu vois. On va dire que oui, dans cette situation, Florent et sa copine ont eu beaucoup de chance. Ils ont réussi, bien qu'ils avaient un pneu crevé, à sortir du parc. Ils sont allés, non pas juste à la sortie, mais plus loin, pour se détendre, essayer de déstresser un petit peu. Florent ne sait pas qui est cet homme à la hache, parce qu'il n'y a plus aucune maison dans la zone qui était autrefois une ville. Il n'y a pas de maison non plus aux alentours. Donc en fait, cet homme, il est sorti de nulle part, clairement. Il n'y avait pas d'autres voitures dans le coin. Donc en fait, tu sais pas, ce mec-là, d'où il vient, ni comment il est venu. Ce qui est chelou. C'est comme si le mec, en fait, zonait dans cet endroit désert. Sauf que c'est étrange parce qu'il y a quand même un pseudo-passage en journée d'autorité, de services d'urgence, de construction, qui essaie de voir un peu comment réaménager la zone, tu vois. Donc c'est assez étrange qu'un homme comme ça, avec une hache, puisse se trouver là, sans que tu puisses définir vraiment comment il s'est pointé là. Sachant que c'est pas trop possible qu'il vive ici. Du coup, quelques jours plus tard, Florent et ses amis ont décidé de retourner sur les lieux, pour essayer, pas d'en découdre avec le mec, mais de comprendre, sauf que cette fois-ci, aucune trace de l'homme. Aucune trace de l'homme, mais également aucune trace d'un quelconque camp que l'homme aurait pu utiliser. C'est comme si l'homme était apparu ici. Il s'est volatilisé comme il est venu. Bizarre. C'est là que cette histoire s'arrête. Effectivement, c'est une histoire assez particulière. Je vous l'avais dit, il y a une histoire qui commence dans des circonstances un peu cheloues. C'était celle-là. Il y a quelques années, il y avait une femme qui vivait à côté d'un hôpital psychiatrique. Une nuit, alors qu'elle était chez elle à regarder la télévision parce qu'elle attendait un appel de son frère qui devait l'appeler pour l'informer quand il était atterri, en tout cas quand son avion avait atterri parce qu'il allait lui rendre visite, et pour ça elle avait dû prendre l'avion. C'était une nuit très orageuse. Et d'un coup, alors que la femme regardait tranquillement la télévision, les programmes ont été interrompus pour annoncer un flash spécial. Ce flash spécial disait qu'une femme folle s'était enfuie d'un hôpital psychiatrique. Je vous le donne en mille, cet hôpital, c'était celui qui se trouvait à côté du domicile de la femme qui regardait la télévision. Le hasard fait bien les choses. Les docteurs préviennent la population que la femme qui s'est enfuie est très dangereuse. Avant d'être internée dans cet hôpital, elle avait assassiné 12 personnes, puis avait été arrêtée par la police, et plutôt que d'être envoyée en prison, on l'avait envoyée se faire interner dans un hôpital psychiatrique. Les docteurs annoncent également que cette femme est quelqu'un d'obsédé par quelque chose d'assez atypique. Elle est obsédée en fait par les lumières qui clignotent. La femme qui regardait le bulletin de télévision voit son attention détournée par le téléphone qui sonne, elle va décrocher pensant que c'est son frère, mais ça ne l'est pas. C'était en fait un voisin qui vivait en face de chez elle, qui voulait juste l'informer, au regard du bulletin télévisé, que la lumière qui se trouvait à l'étage de sa maison n'arrêtait pas de clignoter. La femme remercie son voisin pour cette information et elle raccroche. Elle se dit que c'est probablement un problème électrique, mais au cas où, elle décide de monter au des escaliers pour aller voir ce que c'est que ce problème. Son couloir était sombre, le parquet grinçait sous ses pas, et elle voyait qu'effectivement, une des lumières d'une des chambres de l'étage clignotait. Elle s'allumait et elle s'éteignait en continu. Un peu apeurée de ce qu'elle a vu à la télévision, elle se saisit de la poignée de porte doucement, elle la tourne, elle ouvre la porte, et là, la pièce est vide. Il y avait un ventilateur qui était en marche, et en fait ce ventilateur agissait sur un manteau qui faisait qu'en fait c'est le manteau qui allumait l'interrupteur et qui l'éteignait. Donc la femme éteint le ventilateur et le problème est réglé. Quelques minutes plus tard, la femme entend quelqu'un frapper à sa porte. Elle va voir et c'était son voisin, cette fois-ci qui ne l'appelait pas, qui venait directement la voir. Il l'informe que la lumière de l'étage continue de faire ce fameux clignotement. Mais cette fois-ci, le clignotement est visible d'une fenêtre différente de la première fois. Ensemble, cette fois-ci, ils vont voir ce qu'il en est. Et la pièce est totalement vide. Les lumières sont éteintes. Le voisin va dans la pièce et allume la lumière. Il l'allume, il l'éteint, il allume et l'éteint pour voir si tout fonctionne correctement. Au bout d'un moment, voyant qu'il n'y avait pas de problème, la femme se dit que potentiellement, le voisin, il imaginait un peu des trucs, quoi. Il devenait un peu parano. Donc, elle remercie son voisin d'être venu. Elle l'escorte jusqu'à la sortie.
et elle ferme la porte derrière elle. Après ça, le téléphone sonne. La femme va décrocher, cette fois-ci, c'est son frère. Son frère lui dit qu'il est bien arrivé à l'aéroport. Il dit « T'inquiète pas, t'as pas besoin de venir me chercher, je vais prendre un taxi, je serai là dans une petite trentaine de minutes. » Et c'est là, à ce moment précis, une fois que le frère a terminé sa phrase, que la femme entend dans le téléphone une voix rauque, féminine dire « Je te verrai bientôt ». C'est là que cette histoire s'arrête. Je vais vous expliquer, peut-être que certains ne comprennent pas forcément ce qui se passe. En gros, pour vous faire le récap rapide de l'histoire, la femme qui s'est enfuie de l'asile psychiatrique est en fait dans la maison de la femme qui attend son frère. C'est elle qui s'amuse à allumer et à éteindre les lumières. Et cette révélation-là, on l'a à la fin. On a plusieurs suspects évidemment au début, on peut se dire que c'est d'abord la femme qui est le sujet de l'histoire, on se dit que c'est peut-être le voisin, ce genre de choses, mais non, en fait la femme est cachée dans la maison, à chaque fois qu'on vient vérifier si la lumière est allumée ou éteinte ou s'il y a un problème, elle se planque. Je sais pas si ça marche toujours, mais dans certaines maisons, alors ça c'est moi qui prends l'histoire comme ça, hein, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, et je vous laisse me le dire en commentaire si jamais vous pensez que c'est autre chose, mais parfois, vous savez quand vous passez un appel téléphonique, s'il y a un autre téléphone dans la maison, on peut, en décrochant, entendre la conversation téléphonique et on peut même interagir dessus. Moi je pense que c'est ça, par exemple, la femme qui attend son frère a décroché le téléphone au rez-de-chaussée et à l'étage il y a un autre téléphone fixe, et là la femme qui s'est échappée de l'hôpital psychiatrique a décroché le téléphone et elle a interagi avec la conversation. Donc en gros, la femme qui attend son frère va certainement mourir, peut-être que le frère aussi. Vous me direz en commentaire si jamais vous pensez que c'est autre chose. Moi c'est le truc le plus plausible que je vois. On passe à la seconde histoire. Là on va avoir une histoire un peu longue. Il y avait une fille qui s'appelle Mila, qui avait été envoyée dans un camp de vacances par ses parents. Elle avait déjà entendu des rumeurs concernant ce camp de vacances où elle a été envoyée par d'autres enfants qui disaient qu'il se passait des choses étranges là-bas. Ayant un peu peur de tout ça, elle a supplié ses parents de ne pas s'y rendre, mais ses parents l'ont forcée. Ils lui disaient qu'elle avait 12 ans, ils lui disaient qu'il fallait qu'elle arrête de se comporter comme une enfant et qu'elle devait maintenant se comporter en adulte. En arrivant au camp, Mila a été assez surprise de voir que le camp n'était pas très entretenu. Il y avait des cabanes en bois qui étaient infestées de termites, les lits étaient très inconfortables, les draps puaient, et sur le matelas il y avait également des traces jaunes, des traces un peu jaunies. Il y avait que une toilette pour tout le camp, et il ne se trouvait pas dans une cabane en bois, il se trouvait à l'extérieur. C'était vraiment un endroit pas cosy du tout. T'aimerais pas y passer tes vacances d'été. En plus de ça, les toilettes étaient sacrément crades, comme si ça faisait des mois qu'on ne les avait pas nettoyées. En plus de ça, à l'endroit où il y avait les toilettes, il y avait des trous dans chaque mur. Et ces trous avaient la forme d'un cœur. Il fallait cacher ce trou avec du papier de toilette pour que personne ne puisse nous regarder faire nos besoins. Bien que les conditions de vie là-bas étaient assez déplorables, Mila passait quand même un bon moment, elle arrivait à se faire quand même quelques amis. Elle s'est fait quelques copines, et une nuit, assez tard, après qu'on ait éteint les lumières du camp, Mila et une de ses amies, Svelana, ont décidé d'aller aux toilettes. Mila, naturellement, a attendu que son amie finisse à l'extérieur. Elle se baladait un petit peu autour des toilettes et c'était très silencieux. On pouvait carrément entendre le bruit du vent. Elle regardait un peu les arbres, les étoiles, en gros elle patientait. Et d'un coup, du coin de son regard, elle a remarqué une ombre qui bougeait. Cette ombre bougeait dans la forêt et elle n'a pas pu bien déterminer ce que c'était parce que ça a vraiment duré une fraction de seconde. Mais pour elle, ce qu'elle a vu, c'était l'ombre d'un homme. Elle essaye de rationaliser, en se disant que c'était peut-être un jeu de lumière qui avait créé cette illusion, une illusion d'optique. Et au bout d'un moment, en ayant marre d'attendre à l'extérieur, Mila toque à la porte des toilettes, sauf qu'elle n'a aucune réponse. Elle ouvre la porte et elle voit qu'il n'y a personne à l'intérieur. Mila est un peu vexée, parce qu'elle se dit qu'en fait son amie est repartie sans elle. Elle retourne donc dans sa cabane en bois, là où elle dormait, et elle a vu que le lit de son amie, il était vide, comme si en fait elle n'était pas revenue. En gros, elle n'est pas revenue mais personne ne sait où elle est. Mila et ses amis ont attendu quasiment 1 heure. Et c'est au bout de cette heure-là qu'ils ont vraiment commencé à s'inquiéter. Mila est allée voir le responsable du camp pour lui parler de cette disparition. Et du coup, l'entièreté du camp de vacances a été retournée pour retrouver la jeune fille disparue. Le responsable du camp est allé dans les toilettes, là où on avait vu la jeune fille pour la dernière fois, il a fouillé chaque cabine, mais il n'a rien trouvé. La seule chose qui a été retrouvée, c'était sur le sol des toilettes où se trouvait la jeune fille, une carte. Cette carte, c'était la carte du valet de cœur. Le responsable du camp, ainsi que tous les petits responsables, ont cherché la jeune fille pendant toute la nuit, mais c'est comme si la jeune fille s'était volatilisée. Certains ont spéculé sur le fait que la jeune fille s'était peut-être enfuie du camp de vacances, mais bon, on ne sache pas où est-ce qu'elle est, et voulant faire les choses bien, les responsables ont donc appelé les parents de la jeune fille disparue pour les informer. Et évidemment, ils étaient assez inquiets, parce que la jeune fille n'est pas rentrée chez eux d'une autre manière, quoi. Le lendemain matin, alors que la jeune fille était toujours portée disparue, la police a été contactée. La police a mené ses enquêtes, ses recherches, et eux aussi ont échoué à la retrouver.
Tous les autres enfants du camp de vacances étaient terrifiés par cette disparition, et beaucoup d'entre eux, du coup, ont voulu mettre fin à leur séjour plus tôt pour rentrer chez eux en sécurité. Certains ont réussi, ils sont rentrés chez eux, d'autres non. Ceux qui gèrent le camp de vacances ont essayé un petit peu de calmer la situation, de rassurer tout le monde, et ils ont mis une nouvelle mesure en place, c'est que à partir du moment où les lumières du camp sont éteintes, personne ne peut sortir de sa cabane en bois. Interdiction d'aller aux toilettes. Ça semble un peu rustique. Si t'as envie de faire pipi à 4h du mat, en soi tu peux pas te retenir. Donc, il y a interdiction d'aller aux toilettes seul, il faut y aller accompagné par un adulte. Vous vous en doutez, cette mesure a été prise pour que aucun autre enfant ne disparaisse comme ça mystérieusement. La nuit suivante, une jeune fille du nom de Aneska voulait aller aux toilettes une fois que les lumières étaient éteintes. Elle en a parlé à un des responsables du camp, le responsable est donc sorti du lit et il l'a accompagnée aux toilettes. Elle est allée aux toilettes, le responsable du camp, lui, attendait à l'extérieur, et au bout d'un moment, ce responsable a eu un mauvais pressentiment. Il a ouvert la porte des toilettes où elle se trouvait, et là, à sa grande surprise, les toilettes étaient vides. Le responsable a posé un regard sur le sol et il a trouvé une carte. La carte du valet de cœur. La police a été rappelée immédiatement, parce que les conditions de disparition sont similaires à la veille, donc pour eux il faut agir vite. La police arrive avec des chiens pour pouvoir remettre la main sur la jeune fille disparue. Un des policiers a pris un des sous-vêtements usagés de la petite Aneska pour que le chien la renifle et puisse ensuite la pister. Il a commencé à renifler jusqu'aux toilettes, il a continué à pister, à un moment donné le chien s'arrête. Mais il ne s'arrête pas parce qu'il a trouvé quelque chose, il s'arrête parce qu'il est apeuré. Tous les enfants ont appelé leurs parents parce qu'ils étaient apeurés, ils voulaient absolument rentrer chez eux, Mila en a fait de même, sauf que ses parents lui ont dit « désolé on est occupé, on peut pas venir te chercher ». Et malheureusement, peu importe à quel point elle pouvait les supplier, ses parents ont décidé de ne pas bouger le petit doigt. La plupart des autres enfants, eux, ont été ramenés par leurs parents, et du coup, à la fin de la nouvelle journée, il ne restait que 7 enfants dans le camp. Donc on a pas mal réussi à partir, effectivement. Il y avait 3 garçons, 3 filles, plus Mila. Ces 7 enfants, leurs parents, n'avaient pas voulu ou pu aller les récupérer. Tous ensemble, ils occupaient une cabane en bois, et par précaution supplémentaire, 2 responsables de camp dormaient également avec eux dans la cabane en bois. Personne n'était autorisé à aller aux toilettes. Si jamais quelqu'un avait besoin de faire ses besoins, il devait le faire dans un pot. Un pot qui se trouvait au milieu de la pièce. Ça c'est très rustique et bonjour les odeurs. Bien sûr, si jamais quelqu'un voulait faire ses besoins, tout le monde n'avait pas s'asseoir et le regarder. Les gens se tournaient, ils pouvaient mettre un drap, ce genre de choses, tu vois. La nuit qui a suivi, Mila était dans son lit, réveillée. Elle avait peur parce qu'elle avait quand même vécu beaucoup de choses traumatisantes dans ce camp de vacances depuis qu'il se passe des choses étranges. Elle avait peur d'être la prochaine à disparaître. Parce qu'en plus de ça, tu sais même pas ce qu'il advient des personnes disparues. C'est pas comme si tu retrouves un corps et du coup tu sais qu'il y a un tueur. Tu ne sais tout simplement pas où ces personnes-là sont parties. Elle avait également peur d'avoir une envie d'aller aux toilettes et de devoir faire ses besoins devant tout le monde. Elle arrive finalement à trouver le sommeil et le lendemain matin, 2 lits sont retrouvés vides. 2 des jeunes filles qui étaient dans la cabane ont disparu. C'était Lishka et Galina qui étaient les occupantes de ces 2 lits maintenant vides et sur le sol à côté, on a retrouvé 2 cartes. 2 cartes du valet de cœur. Encore une fois, on a appelé la police. Les policiers ont interrogé les 2 responsables de camp qui se trouvaient dans la cabane en bois. Et après des heures d'interrogatoire, la conclusion, c'est que les 2 responsables de camp ne savent rien du tout. Ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne sont pas non plus responsables. Les policiers ont encore une fois cherché la pièce, ils ont cherché des indices, mais ils n'ont rien trouvé. Mis à part les fameuses cartes de valet de cœur, il n'y avait aucune piste. Un des policiers s'est donc proposé pour rester avec les enfants restants et assurer leur protection. Il y avait donc le policier, 3 garçons, Mila et une jeune fille qui s'appelle Katia. Quand ils sont allés au lit, le policier est allé dans la cabane en bois avec eux, il a verrouillé la porte derrière lui, il a mis une chaise devant la porte et il s'est assis. Vraiment, si quelqu'un devait rentrer dans la cabane en bois, il pouvait pas le louper. Il avait prévu de rester éveillé toute la nuit pour être sûr que rien ne se passe, et potentiellement arrêter la personne responsable de tous ces trucs étranges. Le policier a rassuré les jeunes garçons, en leur disant que, apparemment, selon les disparitions précédentes, le kidnappeur ne visait que des jeunes filles. Donc a priori, eux étaient en sécurité. Les jeunes filles restantes, entendant ce que le policier disait, se disent « mince, on est foutu », du coup elles commencent à pleurer. Mais le policier leur assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ça n'arrive pas. Au milieu de la nuit, Katia a une envie d'aller aux toilettes. Le policier lui dit de faire ses besoins dans le pot qui avait été mis à disposition. Katia ne veut pas. Elle commence à faire une crise, vraiment sévère, à pleurer de tout son être. Du coup le policier dit « ok, je vais t'escorter aux toilettes ». Il ne voulait pas laisser Mila, l'autre jeune fille, seule dans la cabane en bois, du coup il la réveille et dit qu'elle va devoir les accompagner. Le policier déverrouille la porte de la cabane en bois, il regarde derrière s'il n'y a personne, et il sort. Tout était très silencieux. Le policier a dit au jeune garçon qui restait dans la cabane en bois de verrouiller les portes derrière lui, et du coup, le petit groupe s'aventure vers les toilettes. Le policier était sur ses gardes, il regardait toujours dans n'importe quelle direction pour voir s'il n'y avait personne, et finalement ils arrivent aux toilettes. Mila et Katia tremblaient, et une fois sur place, le policier dit aux jeunes filles de rester devant les toilettes pendant que lui s'assure qu'il n'y a rien de dangereux dans chacune des cabines. Dans un premier temps, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il entende un bruit assez étrange. Le policier regarde dans la direction d'où venait ce bruit,
et il voit une des cabines de toilette s'ouvrir doucement. Tout d'un coup, il y a un bruit de frottement énorme qui se fait entendre. Il y a une sorte d'ombre qui sort de la cabine. C'était un homme habillé avec une robe noire et un masque rouge. Pas rouge vif, mais un rouge assez foncé. L'homme se précipite sur Katia. Il l'attrape par les cheveux et il commence à la traîner. Mila était apeurée, elle criait, le policier lui va essayer de défendre Katia, de la protéger. L'homme avec la longue robe noire saisit le policier par la gorge et commence à l'étrangler. En se débattant, le policier dit à Mila de retourner vers la cabane en bois pour se mettre en sécurité, et Mila s'exécute. Elle court aussi rapidement que possible. Elle crie, elle pleure. Les responsables de camp entendent ses cris, ils se saisissent de leur lampe de poche et ils foncent d'où viennent les bruits pour voir s'ils peuvent aider. Ils voient Mila qui fuit les toilettes, qui pointe le lieu d'où elle vient, et quand les responsables de camp arrivent aux toilettes, ils voient le policier à terre, avec à côté de lui un homme étrange. Ses mains étaient posées sur la nuque du policier. Katia, elle, était inconsciente à côté. Le policier, lui, n'était pas mort. Il essayait tant bien que mal de sortir son arme à feu. Il a réussi à la sortir de son étui et a tiré une balle. Une balle qui a traversé l'épaule de l'homme qui l'étranglait. L'homme a grogné, il a relâché le policier. Il a attrapé Katia qui était inconsciente, donc qui ne pouvait plus se débattre, et il l'a emporté en courant. Les responsables de camp l'ont poursuivi. Le policier lui s'est relevé, a repris sa respiration, et il a visé l'homme avec son arme et a tiré. Malheureusement, il a raté. Avant qu'il ne puisse tirer de nouveau, l'homme avait disparu dans les bois. Enragé, le policier s'en voulait d'avoir laissé cet homme s'échapper. Tout le monde s'est précipité dans les bois pour essayer de retrouver ce kidnappeur. Ils ont retourné les bois. Les jeunes garçons, ainsi que Mila, se sont joints aux recherches. Mila, elle, restait à côté du policier. Elle pleurait. Et tout d'un coup, Mila voit une traînée de sang dans les buissons. Elle montre ce qu'elle a vu au policier. Le policier lui dit de rester silencieuse. Le policier jette un coup d'œil derrière les buissons et il voit une sorte de tente. Une tente qui avait une sorte de camouflage pour ne pas être repéré en forêt. Il a ouvert la tente et ce qu'il a vu à l'intérieur, ça l'a horrifié au plus haut point. Dans la tente, il y avait 5 corps de jeunes filles accrochés au mur. Elles étaient nues et leur tête était dans un angle que naturellement on ne pourrait pas avoir. Elles avaient toutes été étranglées et leur nuque était brisée. Mila a commencé à pleurer après avoir rejoint le policier parce qu'elle a reconnu qui étaient les jeunes filles. C'était les jeunes filles qui avaient disparu. Le policier a immédiatement contacté ses supérieurs. Il a raconté ce qu'il avait vu. Des renforts sont arrivés et tous ensemble, ils ont encore une fois ratissé la forêt où avait fui l'homme étrange. Bien que toute la forêt ait été ratissée par les officiers de police, l'homme n'a pas été retrouvé. Le policier qui était resté avec Mila a appelé ses parents pour les engueuler. Il les a forcés à venir récupérer leur fille parce que eux, encore une fois, disaient non, on ne peut pas, on n'est pas là, on n'est pas dispo pour la récupérer. Mais finalement, avec la pression qu'a effectué le policier, ils sont venus la chercher. Heureusement, au bout d'un moment quand même. Une fois qu'elle a quitté le camp, Mila se sentait beaucoup mieux. Le camp de vacances, lui, néanmoins, a été obligé de fermer ses portes. Donc tous les enfants qui restaient, eux, ont été renvoyés chez eux. Le camp de vacances, quand il a fermé ses portes, les a fermés définitivement. Le camp a versé des compensations financières aux parents qui avaient perdu leur enfant. Les autorités ont essayé de camoufler un peu l'affaire, parce qu'un tueur de jeunes filles, c'est assez chaud, ça peut affoler la population, mais les médias ont entendu les rumeurs, ils ont enquêté, et ils ont révélé l'affaire au grand jour. Le meurtrier, lui, n'a jamais été attrapé. Les médias l'ont rebaptisé le valet de cœur, vis-à-vis des cartes qu'il laissait sur ses scènes de crime. Et on dit que cet homme est toujours caché dans les bois, en attendant de pouvoir piéger d'autres jeunes filles entre ses griffes. C'est là que cette histoire s'arrête. Je vous l'avais dit que c'était une histoire un peu longue, mais je trouve qu'elle en vaut la peine. C'est une histoire horrible, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, de toute façon. Mais j'aurais bien aimé, dans cette histoire, qu'on sache un peu plus quelles étaient les mécaniques du tueur, tu vois. Comment, on va dire, il s'y prenait. Parce que, en gros, tu sais qu'il attend dans les toilettes, mais comment il fait pour s'y infiltrer sans qu'on le voit. Tu vois, genre, c'est... J'aimerais bien savoir comment aussi il a pu faire pour s'infiltrer dans la cabane en bois et enlever 2 filles, sans que personne ne le remarque.